Bonjour à tous, bienvenue dans cette update les marchés financiers. Donc on s'était retrouvé à la fin de l'année, fin 2022, début 2023. On s'était vu avec Vincent chez Swissquote, où on avait tourné une Salut vidéo. Thomas, salut tout le Salut monde. Vincent. Merci d'être là. Et on avait tourné une vidéo chez Swissquote il y a 6 mois pour donner un peu notre avis et notre vision, si on peut appeler ça comme ça, des, Alors, est-ce euh, qu'on a eu raison sur tout? Pas forcément, mais on- en partie. je sais pas si on a eu raison sur tout, mais on a surtout eu raison. Mais on va faire un peu le tour aujourd'hui d'abord ce qui s'est passé et de ce qu'on pense pour le reste de l'année, et savoir si les choses ont drastiquement changé. Donc voilà, on va commencer un peu à bâton rompu comme on l'avait fait la dernière fois. Donc si on reprend, euh, qu'est-ce qui s'est passé réellement finalement sur ces 6 premiers mois? Oui, tout à fait. Alors, moi, je trouve ça bien qu'on refasse le point comme ça en milieu d'année parce que les 6 premiers mois de l'année, ils sont pas anodins, ils sont presque même inespérés. Alors, on va vous montrer dans quelques instants des illustrations avec Thomas, mais tout de même, qui en début d'année aurait parié sur un premier semestre aussi favorable aux actifs risqués, enfin au marché actions. Typiquement, on peut citer le Nasdaq, en fait, même les stars de la tech, une espèce de rallye haussier, même de bull market des stars de la tech que personne n'attendait. On a aussi retrouvé ça du côté du marché crypto, alors que aucun des sujets fondamentaux n'a été résolu et que les inquiétudes restent fondamentalement les mêmes qu'à 6 mois. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une question importante, mais dont on va parler avec Thomas, c'est ce qu'on a construit en première partie d'année. Ça va être compliqué de maintenir ce rythme. Enfin, je pense que c'est en tout cas en grande partie intéressant pour ça, surtout après ce qu'ont fait les grosses valeurs du marché action. Ouais, moi je trouve surtout que, comme tu l'as dit très bien, on n'a rien résolu du tout, on est toujours en plein doute. Et c'est ce qui est le plus difficile finalement, puisque c'est vrai que moi qui suis d'obédience bullish, comme je le dis souvent, j'avoue que Le, c'est. le morning bull, le morning bull. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être super bullish parce qu'effectivement, déjà rien que les targets des analystes et des stratèges américains et européens sur les États-Unis, on a quasiment atteint les objectifs. Je crois qu'il y en a plus d'un qui est en dessus, un truc comme ça. Mais tout le monde est en dessous. Tout le monde a des targets sur 4000, 4450 sur le S&P 500. Donc là, on se dit, bon, bah voilà, l'année, elle est pliée. Et puis, de l'autre côté, on a quand même, historiquement parlant et statistiquement parlant, des fortes probabilités que ça continue de monter, puisqu'on sait quand on a le H1, enfin la première partie de l'année qui est en hausse, souvent c'est aussi en hausse la seconde partie de l'année. Donc on est en plein milieu de la même problématique qu'on avait le 1er janvier. Il n'y a rien qui est résolu, mais en même temps les marchés ils ont l'air de vouloir quand même continuer à avancer, malgré qu'on va en face de nouveaux problèmes de taux, d'inflation et de questions par rapport à la récession. Oui, puis en plus, on a eu le nouveau problème qui a été en mars, le choc bancaire, les banques régionales américaines, et même ça n'a pas fait déraper le marché. Moi, j'ai le sentiment que justement, c'est comme tu viens de le dire, ce rebond du marché action, en tout cas si on prend le S&P 500, il serait bien capable de revenir sur ses plus hauts de décembre 2021, pas forcément aller plus haut, mais c'est parce qu'en fait, justement, tout le monde en doute. Et moi, j'ai l'impression que cette première partie d'année rappelle à quel point ces questions de paroxysme des achats, paroxysme des ventes, de psychologie, typiquement en fin d'année dernière, en début d'année du coup, tout le monde annonçait davantage de baisse, c'était peut-être l'excès d'optimisme, de pessimisme. Là, j'ai pas encore le sentiment qu'en milieu d'année, on soit dans l'excès d'optimisme, mais c'est peut-être quelque chose qui va arriver justement ce semestre, enfin en tout cas, mais on va en parler plus en détail. Ouais. S'il reste encore un peu d'upside sur le marché action, on en a sûrement fait l'essentiel, mais voilà, les fondamentaux. Alors tu disais à l'instant que les difficultés, les inquiétudes, les challenges, je m'appelais ça comme eux, fondamentaux, n'ont pas été résolus. Il y a peut-être un peu la tendance est bonne sur l'inflation, mais finalement, à part ça, le débat par exemple sur la probabilité de récession qu'on traite tout le temps sur la chaîne, que tu traites tous les jours sur la chaîne, il est juste absolument. Il n'y a pas de réponse claire en fait, on est toujours sur du 50-50. Donc il y a un bull market, il est là, il y a une réalité, il est centré sur les grosses valeurs, sur certains secteurs, mais en même temps tout le monde a toujours ça dans le coin de la tête, on en doute parce qu'on n'est plus à l'époque des taux d'intérêt zéro, on n'est plus à l'époque. On vit au contraire dans une époque de contraintes fondamentales et on a un bull market. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde finalement les raisons qui nous ont amenés là, alors bon, déjà, il y a un truc qui est assez quand même marrant, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de l'inflation, de la récession, des taux d'intérêt,
Parce qu'en dehors de l'aspect de la crise des banques centrales qu'on a totalement oublié quasiment maintenant, et de la crise du plafond de la dette qu'on a totalement oublié depuis que ça a été signé, on n'a parlé que de ça, et des résultats des sociétés. Alors il y a deux choses. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les résultats des sociétés, on a été bon parce qu'on avait des attentes pourries. Quand même, sur le dernier trimestre, c'était dégueulasse. C'était pas extraordinaire les résultats, mais on avait des attentes tellement basses que finalement c'était une plutôt bonne surprise. Et puis sur le reste, aujourd'hui on est toujours un peu dans l'expectative, et on peut quand même constater qu'on est plus ou moins au même niveau sur l'indice S&P que là où nous étions il y a 18 mois en arrière quand Powell a commencé à monter les taux. Donc on est au même niveau sur le S&P 500 que l'on était au niveau des taux à zéro. On est plus ou Donc moins on peut, revenu, on est plus ou moins revenu à la case départ, alors que les taux voilà, d'intérêt, eux, ils sont sur leur sommet. Donc, et c'est ça que justement c'est intéressant parce que ça montre à quel point le marché est dans l'anticipation, dans ce rebond. Est-ce que le marché n'est pas déjà en train de se projeter à horizon 6 mois, 1 an? Et puis concernant les entreprises, il y a une espèce d'optimisme qui peut paraître un peu exagéré. C'est un graphique que je vais vous montrer tout à l'heure, mais je regardais les anticipations de bénéfices à horizon 12 mois. Elles sont encore perchées, elles sont encore tout en haut, comme si on envisageait qu'il n'y ait aucun impact ces prochains mois du coût actuel de l'argent, quoi. ouais, C'est comme si en fait le marché action avait fait le choix de jouer, de pricer le scénario parfait en fait, le scénario où exactement. tout irait bien. Euh, bon, bah, j'espère qu'il aura raison, hein. Bah, je sais pas, mais il parie sur un soft landing ou alors une light recession, enfin un truc vraiment léger où c'est pas très dur de s'en sortir. Et on a l'impression que tout le monde est en train de se dire, ouais, mais de toute façon, Powell il a monté les taux pour freiner l'inflation, mais dès que ça ira moins bien au niveau économique, bah, il aura qu'à baisser les taux et puis ça repartira comme en 40. Et donc on est en train d'anticiper cette baisse de taux qui finalement ne vient pas. On nous avait vendu au début de l'année que la baisse de taux viendrait probablement fin de l'année 2023. C'était pricé. Malgré que Powell nous dit depuis 6 mois que jamais il baissera les taux en 2023, on s'en fout, on continue à y C'est croire. vrai, mais Et ça, C'est, c'est vrai que c'est- eux, pour le coup, là, pour le coup, on peut pas les accuser de mentir ou de nous berner ou de mal. Eux, ils ont toujours dit arrêtez de pricer. Alors, éventuellement, peut-être le fait d'atteindre un taux qui sera final dans la hausse, mais le fait de baisser les taux, tu sais, moi j'ai une conviction, mais on va peut-être passer sur quelques illustrations. Moi j'ai une conviction, c'est qu'avant que les banques centrales commencent à baisser leurs taux, non seulement il faudra qu'on soit revenu sur les standards d'inflation de l'époque, mais qu'on y reste longtemps. Donc c'est pour ça c'est que c'est ça. pas forcément gagné. Il y avait une recherche assez intéressante qui a été publiée il y a une semaine, j'en ai parlé dans les vidéos. Il y a la banque centrale de la réserve fédérale de Kansas City qui a publié un article un peu plus tard, qu'il y a une semaine en arrière, où il disait que selon eux, il faudrait que les taux restent, enfin que le taux d'inflation reste dans la zone 2-3% pendant 2 ans pour que la Fed commence à envisager une baisse des ah taux. oui. On parle de 2026, hein. Ah, mais, Euh, non, mais dans ces cas-là, alors, si c'est vraiment ce qui se passe, à mon avis, le marché action, il est proche de la fin de son bull market parce que Bah, ça va être compliqué, dans cet environnement, ça va être compliqué. Maintenant, après, il faut quand même pas oublier qu'on a quand même eu un point quand même exceptionnel durant cette phase de hausse, on va dire depuis le mois de janvier, parce que finalement, je regardais sur le graphique de Microsoft l'autre jour, quand on regarde Microsoft, eh bien finalement, quand ils ont acheté, ils ont pris la participation de 10 milliards dans ChatGPT le 4 janvier 2023, pour être précis. Là, je le montre à l'heure actuelle sur l'illustration. On est sur un graphique, on est vraiment tout en bas du marché sur Microsoft qui se traite à ce moment-là à quelque chose comme 220 $. Aujourd'hui, on est à 332 $ et ça a aussi marqué le début de cette envolée complètement massive sur le start de la l'intelligence tech. artificielle. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça parce que bah, justement, puisque tu es sur ça, je propose qu'on commence à partager quelques graphiques. Mais pour rebondir sur ce que tu disais à propos de Microsoft, je vais faire afficher un graphique. Je vais vous montrer à tous l'indice sectoriel S&P 500 des stars de la tech, donc des grosses valeurs de la tech US, simplement pour remontrer que les valeurs de la tech, lorsqu'on les combine au sein d'un indice sectoriel, elles ont retrouvé leur record historique. Donc c'est ça Ouais. qui est assez dingue, hein. Et alors justement, je te propose Thomas, est-ce qu'on leur montre quelques graphiques
Oui, la synthèse vas-y, du premier semestre, mais bien voilà, sûr, vas-y. ça va être une thématique. Je pense que ceux qui ont joué la tech au premier semestre, c'est bien. Ceux qui commencent à peine à la jouer maintenant pour le second semestre, il y a peut-être un risque en termes de ratio rendement-risque. Alors, oui, bah Ouais. alors, on vous rappelle rapidement ce qui s'est passé. On en a dit un mot, mais quelques illustrations sur le premier semestre, parce qu'avec Thomas, on pense qu'il faut partir quand même d'une base avant de se projeter sur la suite, savoir qu'est-ce qu'on a sous les pieds. Donc, c'est un début d'année clairement risk on. J'ai ici un graphique qui s'affiche et qui vous propose donc la performance d'une sélection d'actifs au sein de toutes les classes d'actifs depuis le début de l'année. Bon, je me suis un peu amusé, j'ai mis le Bitcoin sur ce graphique, mais c'est symptomatique le fait de voir tout en haut le Bitcoin et les indices et les différents indices Nasdaq qui font entre 2 fois et 6 fois la performance des marchés actions classiques qui eux-mêmes sont haussiers. C'est vraiment l'exemple que c'est un marché en mode risk on. Alors ce qu'on peut noter sur ce premier semestre, c'est toujours la poursuite de la tendance baissière du dollar américain et la stabilisation du prix des obligations. Ça, c'est intéressant. Alors que pourtant, les taux d'intérêt n'ont pas fait forcément de nouveaux plus hauts ce premier semestre, mais ils se sont stabilisés tout en haut. Et donc là, tout de suite, la question qui peut sembler intéressante, après une telle performance du marché action au premier semestre, des taux d'intérêt qui ne montent plus mais qui sont tout en haut, et un prix des obligations stabilisé, est-ce que ce ne serait pas le moment de passer avec un profil un peu plus défensif? Surtout que Thomas le rappelait, les stars de la tech sont revenus tout en haut, et en tout cas, personne ne peut commencer à acheter maintenant. Alors là, je vous montre une seconde illustration, toujours sur le premier semestre, qui est la performance en 2023 des indices boursiers, mais cette fois-ci, j'ai tout converti en dollars pour enlever l'effet change, qui n'est pas énorme de toute façon au premier semestre. Mais voilà, c'est simplement pour rappeler que la performance des indices européens, elle est pas, qui dépasse celle des indices US, lorsqu'on ramène tout en dollars, bon, c'est à peu près équivalent, que ce soit le CAC, le DAX ou le S&P 500. Le SMI, malheureusement, est un peu en retrait, mais le problème du SMI, c'est que c'est un indice particulier, mais ça, Thomas, tu le connais mieux que moi. Le problème du SMI, c'est qu'on pourrait dire que c'est Roche et Nestlé. Non, je sais pas ce que tu en penses, mais il est plus faible Roche que les Novartis. autres. Ouais. Voilà. Bah, la Suisse, c'est toujours particulier, puisqu'effectivement, on sait tous que c'est un indice super défensif. Et que forcément, on connaît aussi dans l'histoire des marchés financiers que quand on est dans des périodes où c'est hyper euphorique sur les marchés, que les gens se désintéressent forcément de tout ce qui est défensif. Et donc, bah, momentanément, eh bien, c'est pas le truc à la mode. On a déjà vécu des périodes comme ça dans l'histoire, puisqu'en l'an 2000, quand tout s'envolait, quand les Google, les Yahoo, toutes les stars de la tech de l'époque s'envolaient à des vitesses stratosphériques, un peu à l'image de Nvidia ou de Marvel, ce genre de choses ces derniers temps, et ben le SMI ne foutait... Nvidia d'ailleurs, Nvidia c'est bien que tu en reparles parce qu'il me semble que c'est une tendance haussière incroyable. Ouais, oui, mais c'est exactement... Alors de nouveau, moi j'étais là en l'an 2000, je pense que c'est une des plus grosses cicatrices que je dois encore avoir dans le dos. Est-ce que tu as souffert du bear market, du crack parce Ah que, oui, pour le ouais. coup, est-ce que tu as souffert du crack parce que c'était un crack pour le coup? Ah mais évidemment, évidemment. Enfin, moi j'ai souffert en tant qu'indépendant, enfin en tant qu'investisseur et j'ai souffert en tant que trader. Mais parce que d'abord, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir parce qu'on était tellement convaincus qu'Internet c'était une révolution. Et ça a été une révolution. On va pas se mentir aujourd'hui avec 20 ans de recul, mais plus de 20 ans de recul. Mais sur le moment, on a anticipé, comme on le fait souvent dans les marchés boursiers, en se disant ça va être génial. Et ça a été génial. Mais 15 ans plus tard. 10 ans plus tard. À l'époque, on priçait des valorisations complètement débiles parce qu'on se disait oui, mais ils vont gagner tellement d'argent à l'horizon 2015 que c'est génial. Mais en 2000, ça valait pas ça. Tout ce qui avait un point com a été valorisé. Exactement. Je sais pas combien. Et alors, force est de constater qu'aujourd'hui, on fait exactement la même chose. Demain, tu as une boîte qui vend du chocolat, tu dis que tu mets de l'intelligence artificielle dedans, elle prend 30%. Donc, là, il y a deux choses qui marchent, c'est mettre de l'intelligence artificielle et mettre aussi le mot blockchain. Plus voilà. Un point com, et alors là... Et là, c'est goal. Mais c'est vrai qu'on a déjà vécu ce genre d'histoire, donc quelque part, j'ai envie de dire ça se répète, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les marchés, dans l'histoire des marchés. Les choses se répètent et on refait les mêmes erreurs. Là, quelque part, c'est toujours très difficile de dire est-ce qu'on est dans une bulle, est-ce qu'on est au début de la bulle. Si on fait des comparaisons par rapport à ce qu'on a vécu en l'an 2000, on est au tout début de la bulle et c'est pas fini l'explosion. Donc par rapport à ça, il ne faut pas non plus sortir trop tôt. Mais c'est vrai que c'était tellement violent le retour derrière, parce qu'on disait oui, mais ça monte génial, ça a monté de 360% sur les 2 dernières années et ça a perdu 85% dans les 2 années qui ont suivi, avant de faire le bottom final. Donc c'était vraiment une période assez particulière. Et aujourd'hui, il y a certaines, je dis bien certaines similitudes. La seule différence, et il faut quand même le noter, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes sur lesquelles on s'acharne comme Nvidia, ils gagnent de l'argent.
En l'an 2000, les boîtes sur lesquelles on s'acharnait, ils gagnaient pas une thune. Hein. C'était du burning, du cash burning. Et les gars, ils allaient dans le mur s'il n'y avait pas un miracle qui se produisait. Aujourd'hui, Nvidia, c'est est-ce qu'on est en train de surévaluer les attentes de la société ou est-ce qu'on est en train d'anticiper quelque chose de manière correcte. Mais on a cette capacité dans les marchés financiers à toujours voir les choses beaucoup plus vite en disant oui, ça va se passer comme ça. Et on price déjà les revenus de 2025, 26, 27. Et puis finalement, on est en train de bouffer la valorisation potentielle des 3 prochaines années. Mais quand on va revenir à la réalité et d'une croissance économique et d'une croissance du secteur à peu près normale, on va se rendre compte qu'on est parti beaucoup trop vite. C'est un peu le grand risque qu'on a là-dessus et qui pourrait éventuellement se reproduire aujourd'hui. Ah bah ça, je regardais là quelques indicateurs de valo, la tech elle est déjà sur dès maintenant sur des ratios de valo 3 ou 4 fois ce que fait le marché en moyenne. Mais d'ailleurs je vais continuer parce que je rebondis sur ce que tu disais. Donc là, je fais apparaître pour tout le monde la performance des monnaies au premier semestre. On retenait simplement que le dollar baisse, que le yen s'est effondré mais qui rebondit et que globalement les devises européennes sont bien soutenues. Mais je rebondis sur ce que tu disais à l'instant sur ce qui s'est passé sur le marché action ce premier semestre. Tu parlais d'Nvidia, tu parlais de la tech. Regardez ce que vous avez sous les yeux, vous avez un tableau croisé qui vous propose la performance donc des 11 super secteurs de l'indice S&P 500 croisés à la taille des valeurs. Et en fait, si vous voulez, la hausse des indices boursiers, S&P 500, le Nasdaq Composite, le Dow, si vous retirez les secteurs les plus cycliques, les valeurs industrielles, la tech, la consommation cyclique, et si vous retirez en son sein les big cap, les large cap, en fait il n'y a pas de hausse du marché. Donc c'est là où Thomas il parlait à l'instant d'excès. Il y a un excès en soi dans le sens où la hausse du premier semestre, elle est concentrée sur certains secteurs. Alors heureusement, ce sont des secteurs cycliques, donc tant mieux, les secteurs défensifs sont plus bas, c'est assez classique pour un marché bullish, mais le problème c'est que c'est pas réparti sur l'ensemble de la cote, c'est vraiment centré sur les grosses valeurs et même sur ce qu'on appelle les méga caps. Et lorsqu'on regarde des indices boursiers qui retirent ces méga caps, on se rend compte qu'en fait le marché, alors il est peut-être pas bearish, mais en fait il est flat, il est plus ou moins flat tout en bas. Donc voilà, là c'est ce que je montre aux intervenants. Il y a moi je pense que comme toi que la tech, je veux dire, on est certainement pas au début du chemin, ni au milieu, ni aux 2 tiers. Donc, Non, mais c'est vrai il y que a déjà une piste. on voit très bien. Alors moi, je vais montrer 2 graphiques successivement. Le premier, c'est le graphique qui s'affiche sur mon écran. C'est un graphique que j'ai trouvé l'autre jour sur MarketWatch, qui a été mis en place par la société Ulber aux États-Unis. Et en fait, ils ont compilé les recommandations d'exposition actions qu'on recommande maintenant finalement aux clients. Vous allez voir votre gérant de fortune, le gars il vous dit moi je vais m'exposer, moi je vous recommande de mettre 80% d'equity dans votre portefeuille. Bon, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis ils sont quand même beaucoup plus equity que nous en Europe. Nous on va être beaucoup plus pondéré, mais l'investisseur américain c'est 60, 70, 80% equity. Et là le graphique que vous voyez, en fait ils ont compilé ces derniers temps les recommandations d'exposition. Et aujourd'hui on est à pratiquement 90%, 85-90% de recommandations. C'est-à-dire que les gens recommandent de s'exposer en actions entre 85 et 90% du portefeuille. Ça veut dire qu'on laisse 10% du cash, de l'or. C'est monstrueux. Et c'est monstrueux. Aux États-Unis, c'est pas si choquant que ça, parce qu'on est souvent à 60-70%, mais là, on est quasiment pratiquement à l'approche des 100%, et en l'an 2000, quand on a eu l'explosion de la bulle Internet, la recommandation moyenne de l'exposition equity était de 70%. Donc on est nettement en dessus de ce qu'on recommandait à l'époque au top de la bulle Internet. Alors c'est pas ainsi. Ça apparaître comme des zones d'excès. Ça apparaît clairement comme des zones d'excès. Et ce qui est effectivement frappant aujourd'hui, c'est que si on regarde par exemple la référence de base pour moi dans les stocks un peu plus défensifs, même si à l'intérieur il y a quand même des Apple et des Microsoft, c'est le Dow Jones. Et le Dow Jones, quand on regarde la performance qu'il fait graphiquement, il faut rien. Un peu comme la Suisse. Un peu mieux quand même, mais un peu comme la Suisse. Parce que aujourd'hui les gens ne veulent pas de défensif. Point. Alors non seulement ils s'exposent en equity, mais en plus ils veulent pas des trucs de père de famille. Donc ils veulent des trucs qui bourrent. Et voilà. Et donc c'est un peu. Je t'en prie. Non, on est un peu dans une situation qui est critique parce qu'effectivement les gens sont en train de partir dans tous les sens et on est en train de rentrer dans cette phase. Peut-être pas dire si on peut dire spéculatif. Comme on a vécu le Bitcoin il y a 2 ans. C'est t'achètes du Bitcoin, ça va à 100 000. Voilà.
Bah là, t'achètes Alors l'intelligence artificielle. on va peut-être y aller à horizon un an, mais on en parlera tout à l'heure. À 100 000, Ok. ah oui, alors je vais pas prendre. Alors juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à ça, le fait que globalement le marché en fait il est plutôt neutre sur une optique large. Je suis en train de faire apparaître à l'écran l'indice. Tu parlais du dos. Je t'en propose un autre Mhm. qui est le Russell 2000, qui pour le coup, voilà, c'est vraiment c'est là où on va retrouver la plupart des small et des mid cap. C'est simplement une structure chartiste en range. C'est-à-dire qu'au fond, si on considère que le marché action, c'est pas le S&P 500, c'est pas le Nasdaq 100, mais que c'est plutôt le Russell 2000 aux États-Unis ou le Stock 600 en Europe, on est dans des marchés complètement rangy. Et Ouais. peut-être que là, finalement, c'est plus en accord avec l'incertitude fondamentale. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense que là, on leur a proposé un bon bilan du premier Ouais. semestre. Oui, peut-être simplement, mais ça, tout le monde l'a suivi, rappeler que les taux d'intérêt du marché sont remontés tout en haut. Et d'ailleurs, les taux d'intérêt du marché, puis je termine là-dessus, je leur montre, les taux d'intérêt du marché, ils sont revenus sur les niveaux qui ont déclenché la crise bancaire en mars. Cette Ouais. fameuse crise bancaire. Bon, on y échoue à nouveau, mais voilà, tout ça pour dire que le marché action, quand même, il a quand même cette capacité à voir, en tout cas, le verre à moitié plein, parce que, alors, je ne vais pas tout de suite aller plus loin sur ce sujet, mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, le fait que ces valeurs-là qui ont porté les indices, elles gagnent de l'argent. C'est peut-être là aussi où c'est pas forcément que le verre à moitié plein. Elles gagnent de l'argent. Le problème, c'est qu'en Absolument. fait, on utilise des indices qui les surpondèrent. Je pense que le problème, c'est plus Ouais. ça, parce que elles, ces boîtes-là, elles gagnent du fric. Donc, C'est clair. Non, mais alors, il y a des choses qui sont absolument ahurissantes en termes de chiffres, hein, on a aussi eu un événement, et peut-être qu'on va terminer ce bilan avec ça. oui, euh, tout à fait. c'est Apple. Apple qui a quand même passé la barre des 3000 milliards de capitalisation boursière. Alors, et ce qui est incroyable, c'est qu'on est à 3000 milliards et qu'aujourd'hui, on se dit par rapport à la croissance des bénéfices, à la croissance du business, les mecs, ils sont à 4 milliards dans une année et demie, à 4000 milliards. Et surtout, ce Le qui est, PIB de la, il me semble que c'est le PIB de la France, c'est de plus, l'Allemagne. c'est plus que le PIB de la France. Et c'est la totalité de la valorisation de la totalité des actions allemandes aujourd'hui. C'est énorme. C'est monstrueux. Une action comme Apple, aujourd'hui, on a envie de dire, aujourd'hui, ils pourraient racheter le CAC 40. Fini, terminé, plié, sans problème. Alors, je pense qu'ils ont le cash, je crois, pour le faire. Donc, on arrive à un stade où c'est complètement irréel. Mais en même temps, si on regarde uniquement les fondamentaux et qu'on est relativement conservateur, pardon, ben on voit clairement que Apple c'est pas fini. C'est pas fini, ça va continuer à progresser. Tout comme Microsoft, c'est devenu des géants incontournables. Comme tu le disais très justement, on arrive à une phase de risque d'exposition finalement qui est devenue gravissime parce que si tu veux investir en action aujourd'hui, tu es obligé d'avoir du Microsoft, tu es obligé d'avoir du Apple, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle maintenant les Magnificent Seven. Et c'est clair qu'il y a une dérive qui est en train de se faire parce qu'il y a comme on a dans les banques aujourd'hui, on a des too big to fail. Eh ben, on est en train de créer des too big to not invest quelque part aux États-Unis où les gens sont obligés d'être là-dedans. Ouais, complètement, complètement. Ou en tout cas, alors, moi je dirais maintenant que le second semestre commence, effectivement, on est obligé d'être là-dedans. En tout cas, ceux qui ont pu rentrer à temps. Ouais. Maintenant, je me mets à la place de quelqu'un qui les a regardés monter, maintenant elles sont tout en haut. C'est pas évident, mais oui, si tu, effectivement, les gérants, eux, en tendance, ils vont être obligés d'y rester, quoi, Bien sûr. sauf choc. Ok, super, bah, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, au moins des mouvements de marché du premier semestre. Qu'est-ce qu'on fait les fondamentaux, on attaque tout de suite sur les perspectives. Tu veux Bah oui, on leur, va attaquer directement sur la deuxième partie, là, les prospectives de la fin d'année. Allez, c'est parti. Je te laisse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai envie de te Bah, poser une question, Thomas. La ouais. récession aux États-Unis, on l'a ou on l'a pas? Personne n'a la Bah, réponse, mais je suis sûr que tu l'as. bien sûr que je l'ai, évidemment, j'en sais strictement rien. Mais alors, ce qui est assez paradoxal, récession ou pas récession, ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, avant d'arriver à ma propre conviction, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de gens qui sont ultra négatifs. Et ça, c'est aussi. Moi, je suis contrariant de base. Quand tout le monde me dit il faut faire ça, j'aime pas trop le faire. Mais là, on est dans un truc assez dingue où on a une masse de gourous, de gars qui sont des références dans l'investissement, en tous les cas aux États-Unis, et qui sont tous hyper prudents. Mais un peu à l'image de ce qu'on vient de discuter, hein.
C'est pour ça qu'on monte au fond. Bah voilà, on a ce côté, tant que les gens sont négatifs, enfin en anglais on dit toujours when it's obvious, it's obviously wrong, donc c'est évident que c'est pas normal, mais comme tout le monde est convaincu que c'est pas normal, et ben c'est pas comme ça que ça va baisser. C'est comme les crashs, si on dit il y aura un crash la semaine prochaine, il n'y aura pas de crash. Par contre, si on dit tout va bien, c'est là qu'il risque d'avoir un problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on nous annonce des corrections, on nous annonce des déceptions, et que finalement, eh bien, ça ne se produit pas, et ça continue à fonctionner dans la bonne direction. Et tous ces gens-là qui sont hyper négatifs avec des raisonnements qui sont assez justes. Hein, en ayant fait un minimum d'études d'économie, on peut pas leur dire qu'ils disent n'importe quoi, c'est vrai. Mais bah voilà, pour l'instant, ça baisse pas. Ça baisse pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la récession, la logique qu'on a aujourd'hui, à force de monter les taux, à un moment donné, ça va. En fait, c'est toujours la même chose. Cette histoire de monter les taux pour freiner l'inflation, c'est le principe du paquebot. Hein. Quand tu rentres un paquebot au port, si tu freines pas un tout petit peu avant d'arriver au port, tu vas forcément finir dans le mur, quoi. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Les taux, c'est pareil. Ils vont monter les taux pour freiner l'inflation, puis à un moment donné, ils auront monté trop les taux, et l'inflation va s'effondrer, et puis là, tout d'un coup, ça aura trop ralenti. Ils auront tué l'économie. Ils auront tué l'économie, et c'est le risque, et c'est ce que Powell ne veut pas faire. Certains disent même que c'est peut-être ce qu'ils souhaiteraient. Mais oui, parce que le cycle économique et ouais, mais importe. Ouais, mais parce qu'on sait tous, et d'ailleurs Lagarde l'a dit il n'y a pas plus tard que quelques semaines en arrière, elle l'a dit clairement, elle a dit je préfère, d'ailleurs Powell l'avait dit avant, je préfère devoir relancer une économie qui est en récession plutôt que devoir freiner une inflation qui deviendrait une surinflation. C'est intéressant parce que quand tu regardes tu sais, les anticipations macro de la Fed, donc comment elle-même se projette avec ses experts internes sur ce qui va se passer sur le PIB, le taux de chômage, etc. La Fed, elle anticipe en fait une hausse du taux de chômage et en même temps une baisse de l'inflation. Et c'est comme si en fait elle avouait à demi-mot, avec le maintien de taux d'intérêt aussi élevé, et on va le faire pendant plusieurs mois, on va casser l'économie. On l'assume, mais on ne le dit pas quand même ouvertement, mais on l'assume implicitement et on va ramener l'inflation tout en bas. Donc moi je pense qu'au fond c'est ça, et je repense à ce que tu disais tout à l'heure de la Réserve fédérale de Kansas City qui nous dit qu'il n'y aura pas de pivot avant 2 ans ou 2 ans d'inflation sous 2%. Je ne vois pas dans ce contexte comment l'économie serait au moins pas ralentie. Même si on raisonne à notre niveau, hein, pour l'accès au crédit à la consommation, l'accès au crédit. Et d'ailleurs, je rebondis, je termine là-dessus. Il y a un économiste que je disais récemment qui expliquait qu'il faut entre 12 à 18 mois pour que des nouvelles conditions de financement commencent à transformer le comportement des agents économiques. Et au fond, la Fed, elle a passé 4%, c'était quand? Elle a passé il y a 6 ou 7 mois à peine. Donc c'est peut-être pour ça, au fond, que maintenant, je dirais que le temps joue contre le marché action. Ouais. Il y a un truc, t'as raison, il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui que les gens, ils ont d'abord dans la phase. En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger, on n'en a pas parlé encore, mais il faut peut-être revenir 2 secondes sur la phase post-Covid. Parce qu'en fait, la phase post-Covid, quand on a commencé à retrouver une vie normale, les gens ont beaucoup épargné pendant cette période de confinement et de pandémie. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, où l'économie est un peu plus compliquée, l'emploi est un petit peu plus compliqué pour certaines personnes, il y a eu quand même beaucoup de licenciements aux États-Unis, eh bien, les gens ont tapé dans l'épargne pour continuer à consommer, et donc pour garder aussi une dynamique économique. Mais le problème, c'est qu'on le sait tous, l'épargne, c'est pas un puissant fond, quoi. Et donc, aujourd'hui, les gens se disent, mais à quel moment l'américain moyen, puisque on parle de l'économie américaine en l'occurrence, c'est qu'on sait que c'est le moteur, la consommation de l'américain, c'est le moteur de l'économie. À quel moment l'américain va dire bon ben voilà, moi je peux plus là. Là c'est bon, je peux plus. Écoute, justement, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai une illustration que j'ai envie de montrer. Je vais faire apparaître tout de suite sur ce sujet. Là, je fais apparaître un graphique de l'évolution aux États-Unis des ventes au détail. Pour le coup, on va dire que c'est ce qui mesure le mieux la consommation des Américains. Et si tu veux, actuellement, le taux de croissance annuel des ventes au détail aux États-Unis, donc il cesse de baisser depuis quelques mois, et là il est revenu à zéro. En fait, c'est comme si l'économie américaine, elle était maintenant sur sa ligne de crête. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la production industrielle en rythme annuel. Tout est à zéro, ou entre 0 et plus 0,5. Et ça se maintient au-dessus. Il n'y a pas de rebond non plus, mais on ne bascule pas en dessous. Donc c'est intéressant parce qu'on commence ce second semestre, les nouvelles conditions de financement commencent à avoir maintenant une certaine ancienneté, les indicateurs macro sont à l'équilibre, clairement pas en expansion, mais pas en récession. Enfin, c'est ça qui est passionnant en fait. C'est ça. Voilà, c'est ce que je montrais ces illustrations. C'est vrai que c'est complètement
On est dans un environnement un peu bon. Pour l'instant, j'ai l'impression que là, on n'est que le 12 juillet, mais je veux dire, on a vraiment l'impression qu'on est dans un copier-coller du premier semestre, avec peut-être le risque qu'à un moment donné, à horizon de l'automne, on se rende compte que tout d'un coup, il y a un énorme coup de frein. Et ce qui serait le pire pour le marché, c'est de se rendre compte que tout d'un coup, ces bons chiffres de l'emploi qu'on a, ces signes que l'économie tient le coup, tout d'un coup, ça va lâcher. Alors, Et c'est puis intéressant là, ce que tu dis parce que justement, moi je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que ce serait l'indicateur ultime qui nous indiquerait que cette fois-ci on est en récession? Et au fond, je me dis, c'est les entreprises qui font tout finalement, c'est les entreprises qui font le business. Et si les ouais. consommateurs consomment, c'est parce qu'ils ont un salaire. Et je me dis que si on a une hausse importante du taux de chômage, c'est que vraiment là, les entreprises, elles commencent à dégraisser le mammouth. Et si elles dégraissent le mammouth alors qu'elles ont mis du temps à recruter, c'est parce elles voient un risque pour leur marge. Donc, Absolument. est-ce que le marché action resterait pas bullish tant que le taux de chômage est bas? Parce que ça nous dirait que il n'y a pas de problème pour l'activité des entreprises. C'est peut-être ça plus que l'inflation qu'il va falloir qu'on surveille ce second semestre. Écoute, franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec l'emploi qui est assez énorme en ce moment. Parce que finalement, on se contente de cette situation où finalement, il y a quand même énormément de gens qui se sont fait foutre dehors depuis 6 mois aux États-Unis, hein, dans la tech entre autres, hein. Bon, je rappelle quand même Tout à aussi fait. là aussi que Meta, enfin Facebook, a redémarré parce qu'ils ont viré quand même une montagne de personnes. Donc ils ont amélioré leur marge, enfin, comme tu l'as dit avant. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où l'emploi sera la clé. Aujourd'hui, on nous donne des chiffres, on nous dit oui, oui, mais ça va bien, ça va bien. Effectivement, mais à un moment donné, ça ira plus bien. Et puis, c'est la brutalité de la prise de la réalité qui pourrait peut-être à un moment poser problème. Aujourd'hui, on a des signaux qui nous disent on peut encore monter les taux, parce qu'il faut vraiment freiner l'inflation, mais tout d'un coup, on va avoir boum, un trou d'air, et c'est peut-être une des craintes. Mais c'est difficile d'imaginer dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui que tout d'un coup, ça lâche brutalement pour une raison XY. Mais de nouveau, comme tous les problèmes qu'on a depuis la fin du Covid, entre guillemets, on n'a rien résolu du tout, si ce n'est qu'on a réussi à calmer l'histoire de l'inflation. On est toujours dans la même Et situation. encore. Voilà. Et encore. Voilà. Elle a une bonne tendance descendante, mais je regardais certaines composantes de l'inflation, les services, l'immobilier, des choses hein, qui sont encore, ou même l'inflation alimentaire, on est encore à des niveaux élevés. Mais en tout cas, la tendance est bonne, ça c'est clair, quoi. Non, c'est clair. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait pas, bon, même si ça sent bon, mais avoir encore une mauvaise surprise du côté de l'inflation. Tu sais, ben, j'en profite, hein, je montre en même temps aux auditeurs où est-ce qu'elle en est Oui, bien l'inflation sûr. américaine, puisqu'on en parle. Là, je vous montre l'indice des prix à la consommation, donc le CPI aux États-Unis, donc qui est en tendance baissière. Et je vous fais apparaître au-dessus l'inflation dite sous-jacente, en fait celle qui exclut l'énergie, l'alimentation, etc. Et que ce soit le CPI ou le PCE ou ce que l'on veut, c'est à l'équilibre. Est-ce que tu as des convictions Absolument. fortes pour le second semestre? Je sais qu'on arrivera tous à Noël en même temps, je crois, à peu de choses près. Voilà, Quoi bah, qu'aujourd'hui. c'est déjà bien. Alors oui, donc on vous fait un rapide résumé de ce qu'on vient de dire avec avec Thomas précédemment. Bon, le sujet numéro un, l'inflation. Globalement, ça peut paraître être sorti d'affaire lorsqu'on regarde les indicateurs d'anticipation d'inflation, des choses qui sont plus en temps réel que les indices d'inflation officiels. Mais en même temps, comme tu le rappelais tout à l'heure, Thomas, les banquiers centraux, eux, n'ont jamais dit ça. Même ils s'évertuent à dire le contraire et ils s'évertuent à rappeler que eux ce qui les intéresse c'est l'inflation dite sous-jacente et elle est loin d'avoir entamé une tendance baissière, elle ne monte plus mais elle est stabilisée tout en haut. Alors si en plus certains membres des banques centrales régionales US nous disent qu'il va falloir 2 ans sous 2% avant de pivoter, euh, je pense qu'on se réjouit peut-être un peu trop vite. Donc voilà, la thématique de l'inflation elle reste importante. Après, imaginons que cette tendance baissière de l'inflation se poursuivent, bon ça c'est une bonne chose. Le second thème est le thème principal pour le marché action parce qu'en fait le sujet c'est ça, le sujet c'est de savoir quelles sont les conditions fondamentales et il y en a un certain nombre qui doivent être réunis en même temps pour qu'au moins le marché action ne reparte pas en crack, c'est-à-dire en fait que le S&P 500 ne retombe pas à 3600 points, c'est davantage les anticipations de croissance économique et c'est pour ça avec Thomas on estime que l'évolution du marché du travail américain, ce sera le marqueur principal. Et moi, je ne sais pas, d'ailleurs, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Comment réagirait le marché action? Imaginons si le taux de chômage aux États-Unis commençait à monter à 4, puis 4,5, puis 5. Comment est-ce qu'il lirait ça? Comment est-ce que le marché interpréterait ça? Est-ce qu'on interpréterait ça comme l'économie ralentit, c'est bon,
l'inflation bientôt c'est une histoire ancienne, elle sera zéro voire négative, d'ailleurs il me semble comme en Chine, ou est-ce que le marché va se dire le chômage monte, les entreprises dégraissent le mammouth, les bénéfices prospectifs vont baisser, du coup aucune raison d'acheter les actions. Ça c'est la question que je me pose. Je crois qu'aujourd'hui, on veut voir un ralentissement du marché de l'emploi. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, récemment, avec les chiffres de l'ADP qui étaient nettement au-dessus des attentes. Chiffres dont on se fout cordialement la plupart du temps, d'ailleurs, mais peu importe. Donc, on a vu que l'emploi va trop bien. Donc, pour l'instant, ça nous arrange pas parce qu'on veut voir un ralentissement du marché de l'emploi pour que la Fed puisse dire « Ok, les gars, c'est bon. Mission est accomplie, on va pouvoir commencer à parler d'autre chose et revenir à un cycle normal au niveau des taux, etc., etc. » Je pense néanmoins que... Hein oui, je t'en prie. Donc là, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, le jour où le marché de l'emploi commence à ralentir, parce qu'il va ralentir, je veux dire, on ne peut pas compenser une croissance indéfiniment alors que les taux sont en train de monter au ciel. Donc il va ralentir. La question, c'est qu'effectivement, peut-être dans la phase où on va monter à 4, 4,5, on dira « Ok, tout va bien ». Et puis on va arriver à sortir d'une borne, à un moment donné, on se dira « Ouh, peut-être que c'est un peu trop quand même, quoi ». Et puis c'est là où on va changer de positionnement. Parce que finalement, c'est une position qu'on a. On part du principe qu'on veut voir ralentir le marché de l'emploi pour confirmer que la stratégie contre l'inflation fonctionne. Mais à un moment donné, on va avoir l'effet inverse. Et c'est ça qui pourrait peut-être à un moment commencer à poser problème. Puis on a eu des alertes en plus au premier semestre, on en a dit un mot tout à l'heure, mais il y a déjà quelques acteurs importants des banques américaines dites régionales qui ont souffert de cette remontée des taux d'intérêt. Maintenant on a le sentiment qu'on n'a pas encore un certain secteur ou une masse d'entreprises qui souffrent de ces nouvelles conditions de financement. Mais moi j'ai peut-être une petite idée sur ce sujet, c'est que la plupart de ces entreprises, elles ont des crédits qui courent, des crédits peut-être du monde d'avant. Qu'est-ce qui va se passer quand une grande majorité d'entre elles vont devoir renouveler leur financement aux nouvelles conditions de financement? Et je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé avec les banques régionales américaines, c'est un modèle qui va s'appliquer aux entreprises du secteur industriel ou même des services, etc. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas la réponse parce que beaucoup de ces acteurs majeurs vivent encore avec des lignes de crédit de l'époque des taux bas ou des taux à zéro. Donc c'est... Mais comme le consommateur aussi, hein. Pour certains, ils remboursent encore des crédits qui sont encore à une époque où c'était facile. Et aujourd'hui, on va arriver dans le dur. Et on l'a vu sur le marché immobilier. Ça commence à voguer, hein. Tout à fait. Bah, tu vois, moi, je me pose une question à titre personnel. Moi, j'avais un crédit immobilier qui courait, mais qui court plus depuis un an, qui était un crédit fait à un taux très bas. Et alors là, je commence à voir, j'observe un peu certains prix immobiliers qui baissent, mais je me suis tourné du côté des nouvelles conditions bancaires et ça n'a plus rien à voir. Alors soit ça fait réfléchir, on se dit qu'on ne veut pas y aller, du coup ça fera moins de demandes là pour le secteur immobilier. L'autre cas de figure, c'est que simplement la banque dit non. Pas de financement, pas d'investissement, pas de consommation. Et bon, la croissance du PIB, c'est bien l'investissement, la consommation. Donc, et ça, je pense que c'est des réponses qu'on n'a pas encore. On n'a pas, et mine de rien, alors après, de nouveau, on peut chacun à son niveau. Moi, je suis pas spécialiste de l'immobilier, mais j'ai quand même déjà commencé à entendre des gens qui disent, tu vois, les taux, ils vont jusqu'à où? Parce que moi, je dois quand même renouveler mon prêt hypothécaire, et puis que ça m'arrange moyen de le renouveler 3% plus haut qu'à l'époque. Parce qu'on parle quand même alors je parle du cas suisse, typiquement, puisque moi, j'ai eu l'occasion j'ai fait une conférence sur les marchés financiers il y a pas plus tard qu'un mois en arrière, et devant, je sais pas, 250 personnes. Et en sortant de la conférence, les premières questions, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui sont venus me voir en direct, c'est bon, les taux, ils vont où? Donc en fait, c'est le seul truc qui intéresse les gens qui, eux, sont dans la réalité économique. Je parle pas des investisseurs, je parle des gens qui ont une maison, ou un appart, qui doivent payer, et que tout d'un coup, on se dit, avant, j'avais un taux bloqué à 0,8, ce qui était plutôt agréable, sur mon prêt à 500 000 ou 600 000 balles. Et puis tout d'un coup, je me retrouve à dire, dans 6 mois, là, je vais devoir renouveler mon taux, mais je serai plutôt proche de 7, de 8. Donc on triple. En France, c'est plutôt 4 ou 5 bientôt. Voilà, nous en Suisse encore, on a de la chance, hein. Mais je veux dire, mine de rien, ton loyer hypothécaire, il triple en l'espace de quelques mois pour certains. Donc c'est pas rien, c'est pas négligeable, parce qu'il y en a comme certains qui se sont endettés à hauteur d'1 million, 1,2 million, enfin, peu importe, mais
ça fait Taux des variable, gros c'est montants. compliqué, un taux variable, c'est compliqué. Voilà, donc il y a aussi des choses qui vont revenir là-dessus. Alors bon, dans nos régions européennes, c'est peut-être encore un tout petit peu différent. Aux États-Unis, ça va très très vite. Hein. Je veux dire, ils changent de maison comme de chemise, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences, les taux montent partout. Donc au bout d'un moment, il va y avoir... On est encore dans cette espèce de période d'euphorie, peut-être. Et je veux pas non plus être trop négatif parce que je vais devoir changer le nom de l'émission du matin, mais je veux dire, il y a des trucs qui se disent quand même, au bout d'un moment, ça va coincer. On nous dit toujours, on nous a vendu la guerre en Ukraine comme étant un problème majeur pour la croissance, pour tout ce qu'on voulait dans le monde entier, puis aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, au niveau de la finance, hein, je parle plus personne ne parle de la guerre en Ukraine. On parle pas des tensions entre la Chine et les États-Unis. On n'imagine pas ce que ça peut avoir comme conséquence. Je veux dire, le comportement que les États-Unis ont vis-à-vis des Chinois aujourd'hui, je dis pas, voilà, je suis pas à dire qui a raison, qui a tort, je m'en fous. Mais aujourd'hui, le comportement qu'ils ont est méga agressif. Et ils sont pas en train de se fâcher avec un obscur pays d'Amérique du Sud qui a trois tanks et deux fusils d'assaut, quoi. En face d'eux, ils ont juste une des plus grosses armées mondiales, quoi. Et les mecs, ils sont quand même moyennement, au niveau humoristique, ils sont pas champions du monde non plus, hein. Donc, C'est clair. donc, C'est vrai que le sujet géopolitique, c'est vrai qu'on l'aborde moins, mais alors ça fait clairement partie des facteurs qui peuvent Bien sûr. surgir comme ça d'une semaine à l'autre. Et alors là, ah ouais, la désinflation, le taux de chômage US, on c'est exactement. on n'y pensera plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit, et je pense, pour aller gentiment sur la troisième partie de cette discussion, aujourd'hui, on vit dans la même situation dans laquelle nous étions au 1er janvier. Aujourd'hui, les gens ont des objectifs qui sont relativement bas pour le reste de l'année parce que, vu ce qu'on est déjà monté, on va pas non plus continuer à courir derrière. Pourtant, on entend aux États-Unis, tout le monde parle de ce fameux FOMO, du fear of missing out, et tout le monde est en train de surtout ne pas vouloir rater le train parce qu'on a une année de merde l'année passée. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans cette situation-là, mais en même temps, on peut pas, le gérant de fortune ne peut pas décemment dire ouais, faut bourrer la caisse, tout va bien, c'est génial, c'est pas vrai. Mais en même temps, si on prend juste un graphique banal, parce que je me suis souvent raccroché à ça ces derniers temps. Si tu prends juste le S&P 500, que je montre à l'instant d'ailleurs, si tu prends juste le S&P 500, moi on m'a appris au tout début quand j'ai commencé à regarder des charts, on m'a dit ne jamais aller contre la tendance. Ouais. Ben voilà, ben pour l'instant, pas de raison d'aller contre la tendance. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je me souviens de certaines périodes, c'était un ancien collègue analyste technique qui me disait ça, c'est que lorsque il y a plein de mauvaises nouvelles, mais que tu vois quand même sur le graphique des dépassements de résistance, des nouveaux plots, etc. Et lui, il avait coutume de dire que la mauvaise nouvelle, c'est pas qu'on l'ignore, c'est qu'elle est déjà pricée dans les cours. Chacun voit ça comme il veut. Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est juste, aujourd'hui, on te dit, enfin, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait pour les 6 prochains mois? On sait que, a priori, les taux vont continuer à monter encore un petit peu aux États-Unis. On espère 2 fois. En tout cas, 2, 3 fois, voire 4 fois en Europe, tant que ça se calme pas au niveau de l'inflation. Ouais, d'ailleurs, je montre, en même temps que tu nous expliques ça, je montre les anticipations liées au taux de la Fed. Voilà, donc Lagarde nous a dit aussi qu'elle allait monter les taux en Europe. Donc ça, on sait. On sait que l'inflation devrait tendanciellement diminuer en direction, allez, on va dire des 3% pour la fin de l'année. 2%, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais on va dire 3%. Ce qui veut dire qu'ils auront plus ou moins atteint leur objectif. Au niveau de la Fed, pas en Europe, encore, on est loin d'avoir atteint les objectifs. Ouais. Et surtout en Angleterre. Là, ils sont entre 10 et 15, les pauvres. C'est ça. On est à des années-lumière d'avoir réglé le problème en Europe. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation où on sait qu'on va avoir... Mais on a le pire dans tout ça, c'est qu'on a pricé une récession. D'ailleurs, aujourd'hui en Europe, on est en récession, une récession technique. Et zone euro est en récession technique, l'Allemagne aussi. C'est mais complet, on l'est. Exactement. Il n'y a pas de croissance, quoi. Non. Alors aujourd'hui, on te dit, oui, mais alors une récession, une petite récession, on peut la supporter. Non, mais dans quel monde on vit aujourd'hui? C'est le thème du moment. C'est voilà. Ça va. Ce n'est que à 0 ou 0,2. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est parce qu'il y a, je dirais, le biais bullish structurel ancré de la haute finance qui va essayer de toujours voir un peu le côté le plus positif. Bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'est poussé à son paroxysme. Et d'ailleurs, je suivais un gérant là, sur les réseaux sociaux et qui nous disait, mais
il faut acheter tous les replis. Regardez la quantité de cash disponible dans le portefeuille des gérants. Ça, c'est vraiment la traduction du biais bullish sous-jacent contre lequel tu peux rien faire, quoi. Non, il y a d'ailleurs on le voit, hein, je veux dire quelque part, de nouveau, quand je dis, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu le mec qui est là depuis des années et des années, mais c'est un peu la réalité. Donc à l'époque, quand on disait faut acheter sur faiblesse, on parlait d'une faiblesse de 3, 4, 5%, une vraie faiblesse. Aujourd'hui, quand tu baisses de 1% sur le S&P 500, c'est une faiblesse, les gars ils se ruent dedans, quoi. Comme s'ils étaient en train de rater l'opportunité d'une vie. Tu sais, par rapport à ça, je me dis, ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'on n'est pas encore dans cet excès d'optimisme, dans cette ultime euphorie qui serait propice à un crack. Tu montrais à l'instant le graphique du S&P 500. Moi, j'ai le sentiment qu'on va aller rechercher, avant d'avoir une forte baisse, qu'on va aller rechercher les records historiques. Ouais, mais ça, c'est typiquement, c'est tellement je pense. American Way of Life. Les gars, ils sont tellement convaincus que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative. On y va, on doit le faire, et puis on doit marquer des points. C'est exactement, j'ai un peu l'impression, je me retrouve dans les années 2001, alors après l'explosion de la bulle, on a eu un événement majeur qui était le 11 septembre, évidemment qu'on peut pas nier, et alors le 11 septembre, on ferme les marchés boursiers parce que World Trade Center, etc. Donc c'est quand même une période tendue. Moi, je sais plus, on a fermé pendant une grosse semaine et demie, un truc comme ça. On se disait quand même à l'époque que les Américains, ils allaient juste raser le Moyen-Orient puis faire un parking. Ils avaient les moyens de le faire. Et puis, on se dit, mais quand on va rouvrir, mais on va se faire défenestrer, ça va être quelque chose de dramatique. Qu'est-ce qui s'était passé alors à la réouverture ? À la réouverture, on a baissé violemment la première demi-heure. Et puis après, il y en a un qui a débarqué, qui a dit God bless America, et puis c'est reparti. Exactement. Mais c'est ça. C'était incroyable. Ça a baissé. Puis on s'est dit, tout d'un coup, il y a eu une espèce de vague de patriotisme aux États-Unis, en tous les cas, où les gars ils se sont dit non, on va leur montrer qu'on est les plus forts, et on va pas se laisser abattre. Faut acheter le marché. Et ils ont acheté le marché. Et du coup, après, ça a plus jamais baissé. Après, on est reparti. Après, on a stabilisé pendant 2-3 ans avant de partir dans un nouveau bull market dans les années 2003-2004. Mais ce qui était incroyable, c'est ce côté justement où non, on va pas se laisser avoir. Et aujourd'hui, on a tous les warnings qui sont là. On a toutes les explications du danger potentiel qui est là. Et justement, tout est là, le potentiel. Voilà, mais on y croit à fond. Le marché et les investisseurs, ils ne regardent que potentiel. Exactement, mais là, ça nous ramène aussi, ça nous amène gentiment à la suite peut-être, mais la condition forte pour le second semestre. Alors, avant de ça, moi je suis frappé par j'adore utiliser le mot dichotomie, hein, je suis pas sûr que ce soit toujours à bon escient, mais bref, la dichotomie entre les marchés qu'on a à Wall Street et Main Street en fait. Parce que finalement, la décorrélation, on va dire ça. Aujourd'hui, Wall Street, ils sont en pleine euphorie, alors que la plupart des gourous te disent non, si vous êtes barjot, n'y allez pas. Et puis de l'autre côté, tu discutes avec les gens de Main Street, et puis tu vois quand même que c'est galère, hein. Et puis que ça commence. Ils s'en désintéressent en fait. Mais ce que tu viens de décrire, on le voit aussi énormément sur le marché crypto. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 100% de hausse du marché, du cours du Bitcoin depuis le début d'année. Il y a une vraie tendance qui est là, mais il n'y a personne qui est à part une sélection institutionnelle. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils regardent, ils se sont fait tellement doucher qu'ils ne croient pas, quoi. Ah, mais c'est, de nouveau, voilà. Mais en fait, ce qui est impressionnant quand on parle de ça, c'est qu'on est en train de se refaire des films qu'on a déjà vus. C'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal. On a déjà vu ce genre de situation, on a déjà vu ce genre de crise entre guillemets, et on a les mêmes comportements encore et encore. Et c'est les mêmes. C'est bien que ça se répète. Et en particulier, le côté donc psychologie, les phases comme ça, et puis le côté contrarien, moi je trouve que c'est le meilleur, quoi. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, il me semble que de mémoire, tu sais, le point bas que le S&P 500 avait fait en octobre 2022, où il cassait les 3500 points, tout le monde pensait ça décroche et tout, ça va aller vers de nouveau plus bas. Et puis il avait finalement clôturé la séance au plus haut. Ça décrit un peu ce que tu disais lorsqu'on a réouvert après le 11 septembre, et c'était le bottom, quoi. Donc alors que tout le monde disait ça, c'est fini. Et puis depuis tous les ce qu'on va appeler, ce que j'appellerais peut-être les permabères, ou on va dire les permabères, chaque fois que le S&P 500 fait un nouveau plus haut, il crie au bear market rally. Mais alors jusqu'à quand ce serait un bear market rally, quoi? Je sais pas, moi je pense qu'on doit arriver à un moment. De toute façon, il y a un moment, cet instant. Tu sais, je dis toujours, quand tu fais de la physique de base, quand tu lances une balle en l'air, la balle elle a une trajectoire prévisible. Elle monte parce qu'elle a de l'énergie pour monter. Puis quand elle a plus d'énergie, l'attraction terrestre fait qu'elle redescend. Et en fait, quelque part, le marché aujourd'hui, il est dans cette exacte même situation
où finalement on sent vraiment ce côté où bah tu sens qu'il a de l'énergie, peu importe d'où elle vient et qui génère cette motivation. À un moment donné, ça va s'arrêter et on saura pas pourquoi, probablement. Et c'est là où ce sera très intéressant parce que tout d'un coup il y a tout qui va craquer dans tous les sens et on va avoir un vrai sell-off. Alors, je parle pas de crash parce que c'est quasiment impossible à prévoir, mais un vrai sell-off, voilà, qui peut nous laisser imaginer qu'on va s'en prendre une vraie quoi. Donc du coup, mais ça le problème c'est que c'est imprévisible. Si on pouvait le faire, ça serait génial, mais on peut pas. On peut pas. Et on l'a déjà vu de nouveau dans le par le passé. Je veux dire, quand tu regardes les gens qui ont prévu ce genre de crise, tu prends la crise des subprimes à l'époque, là aussi, on nous disait ouh là là, mais non, mais tout va bien. Et puis il y en avait que quelques personnes qui l'avaient vu, que ça pouvait pas jouer, mais tout le monde les prenait pour des cinglés. Et donc finalement, à un moment donné, ça a marché quand même. Mais c'est pour ça que ce genre on sait tous qu'il y a des trucs qui bug, on sait tous qu'il y a des choses qui vont pas, et on sait tous qu'on est en train de partir dans une mauvaise direction, trop vite peut-être, mais on va quand même aller chercher jusqu'au moment où ce sera trop tard. Mais de nouveau, le problème c'est que là aussi, on me posait la question l'autre jour, on disait mais tu penses quand c'est qu'il y aura, est-ce qu'il y aura un crash? Alors oui, il y aura un crash. La question c'est pas est-ce qu'il y aura un crash. La question, c'est combien de jours il nous reste avant le crash. Mais ça peut être 200, mais ça peut être 10 000, mais on va en avoir un, ça c'est clair. Tout à fait, et puis c'est là où les graphiques pourront nous aider, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y aura un moment où ce sera soit une séance très particulière ou une semaine très particulière, où le marché fera vraiment un nouveau plus haut, et puis tu clôtureras pas la semaine tout en bas, et imaginons qu'on fasse ce type de semaine lorsqu'on sera vers les 4008, ce sera peut-être une version miroir de ce qui s'est passé début octobre. Voilà. Et là, ce sera la fin, quoi. Bon. Mais tu vois, il y a un truc qui m'a frappé pas mal, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, mais sur la tendance de fond globale. Si on prend, je fais un rapide parallèle qui va m'amener à la suite, c'est la stratégie, mais tu prends par exemple ce qui s'est passé au début d'année, les Européens, ils ont cartonné. On n'y croyait pas. Les indices européens, le DAX, le CAC. Bien sûr. Mais le CAC, c'était juste incroyable. On a parié sur, oui, ça va être génial à cause du luxe, parce que tous les Chinois vont sortir. Le luxe 40. Ah oui, tu veux dire le luxe 40. Ouais, le luxe 40, exactement. 4, ou le CAC 4. Le CAC 4, effectivement. Il y a tout ça qui a tracté, alors que finalement, on a justifié les achats de tout ça parce qu'on s'est dit les Chinois, et puis on se rend compte que les Chinois ils sont pas là, mais il y a encore pas loin de 24 heures, on faisait la même réflexion. Tu regardes le graphique des LVMH, tu regardes le graphique exactement, des LVMH, c'est du délire. Alors heureux les acheteurs de long terme. Bien sûr. Mais alors regarde, il y a un truc qui m'a frappé ces derniers temps, très récemment sur une base graphique, je le montrais à l'écran à l'instant, le DAX. Oui. Alors le DAX, c'est pas le truc qu'on suit le plus en tant que 1 francophone, 2 pas forcément allemand, et 3 qui suit beaucoup le marché américain. Mais bref, du coup le DAX, on a eu un nouveau plus haut qui a été fait le 20 juin ou mi-juin, un truc comme ça. Ouais. On pète les plus hauts, et puis dans la journée, on réintègre la tendance. Ça, c'est un signal de fin de hausse. Exact. Alors voilà. C'est peut-être ce qu'il y aura sur le S&P 500 là-haut. Exactement. Et si tu regardes ce qui s'est passé sur le DAX à ce moment-là, on a le marché qui va faire ce plus haut de tous les temps sur le DAX. Derrière, il se fait bananer pour revenir sur le fin juin, quasiment pratiquement 1000 points plus bas. Il remonte pour aller rechercher la résistance qu'il avait cassée il y a 2 semaines en arrière, début juillet, et il s'en reprend une de 12 derrière pour le renvoyer quasiment au plus bas. On a l'impression, bon, depuis 3 jours ça remonte, mais on a l'impression que là, il y a des gros joueurs qui sont en train de dire, bon les gars, ça suffit. Hein. Je veux dire, le DAX, depuis l'octobre de l'année passée, il a fait 12 000, 16 000. Allô, c'est monstrueux. En tout cas, on peut dire qu'en termes de rendement risque, ils ont raison de vouloir shorter maintenant, quoi. Voilà, exactement. Surtout que dans le DAX, il y a quand même pas mal de veaux. Hein. Ah, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de Nvidia, de Microsoft et d'Apple à l'intérieur du DAX en termes de comparaison. C'est un peu moins, c'est un peu plus sexy que la Suisse, j'en conviens. Mais par contre, en même temps, on se dit, ouais, quand même, quoi, les gars, 40%, enfin 30%. C'est monstrueux, ouais. C'est monstrueux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, c'est quoi? Quelles sont nos convictions, du troisième, du troisième trimestre? Je m'avance un peu, du second semestre. Alors, je te laisse me donner quelle est ta première conviction forte?
Alors, ma première conviction forte, c'est un peu la même qu'on avait au mois de janvier, que j'avais noté en fin d'année dernière, lors de notre réunion à Gland. Ouais. C'est le Japon. Moi, je Ok. crois. Alors, d'abord, ça a bien marché depuis le début de l'année, donc Ah, pour il le faut coup, quand le même. Nikkei, je pense que tu as attrapé l'indice boursier le plus haussier de tous les indices Ouais. occidentaux. Bah alors, le truc, c'est assez fou, c'est que ça, on vient encore à l'analyse technique parce que moi, je ne connais pas l'économie japonaise suffisamment bien pour faire donner un avis ou avoir un avis là-dessus. Je ne connais pas suffisamment bien les sociétés japonaises parce que c'est très compliqué pour avoir un avis là-dessus. Mais je suis tombé sur un chart à la fin de l'année dernière, enfin à l'automne dernier, où je suis tombé sur un monthly sur le Japon, Mhm. où je vais peut-être le montrer d'ailleurs en fait, Ouais. où on disait que, enfin, moi j'ai vu ce chart et je me suis dit non, excusez-moi, nom de Dieu, c'est pas possible, ce truc il va jamais s'arrêter. Et, et donc je vais montrer le chart à l'instant. Alors ça, là on est en train de reperdre un petit peu ce qu'on a gagné sur le Nikkei ces derniers temps, mais on va dire c'est presque logique. Mais si on part sur un monthly, tac, un mois, voilà. Voilà. Voilà le graphique que j'ai vu. Et j'ai encore les annotations dedans. Donc ça, c'est un graphique qu'on voit depuis 1985, même avant Est-ce que 1980. d'après toi, il peut remonter sur ses records de Ah, mais 1990? clairement. Mais moi, pour moi, il va beaucoup plus haut. Ça fait partie de ces graphiques. Moi, de nouveau, à force de bouffer des charts tous les jours, d'en regarder tous les jours, j'ai pas le même niveau d'analyse que toi et que d'autres, mais moi, j'en regarde des dizaines tous les jours et ça me donne une photo globale. Et il y a des graphiques où tu vois des configurations techniques et tu dis, je sais pas pourquoi, mais ce truc-là, il va nous péter à la figure de manière big time. Et c'est exactement ce que j'ai vu sur le Nikkei l'année passée. Et c'est pour ça que, quand on en a parlé à la fin de l'année, je me suis dit, ce truc-là, il est en train de nous faire une espèce d'immense coupole depuis tout en bas. Et cette espèce d'immense courbe qu'on est en train de monter là, ça veut dire qu'on va aller rechercher les plus hauts depuis 85. Et puis alors après, comme c'est écrit sur le graphique, mon délire perso, c'est 50 000. Mais parce Ouais, que... le Japon, pour aller dans ton sens, le Japon, ben, c'est encore un beau pays parce que c'est encore le pays des taux zéro. Ben voilà. Et donc, quand tu discutes maintenant avec des spécialistes du Japon, donc des mecs qui maîtrisent l'économie et qui investissent depuis longtemps sur le Japon et qui ont vécu une période de cauchemar depuis 30 ans, ils te disent mais l'économie Ils revivent. Voilà, ils revivent, mais l'économie va bien, les fondamentaux sont excellents, les sociétés ont du cash, les taux sont bas et ils ont un business qui marche. Point. Et donc tu dis, bah voilà, donc en fait le technique est en train d'être corroboré par les fondamentaux, et aujourd'hui on se rend compte que 90% des investisseurs, ils n'ont pas la queue d'une action japonaise dans leur portefeuille parce qu'ils y connaissaient rien, puis qu'ils c'est tellement de la daube depuis 30 ans qu'ils veulent pas en faire, et du coup ils commencent à devoir s'intéresser. Donc il y a un côté où il va y avoir un peu le côté de la foule qui va galoper là-bas, et je pense que c'est pas terminé. Voilà, ça c'est ma conviction numéro 1, que je garde encore pour plusieurs mois, et je dirais même 2 bonnes années encore. Parce que évidemment, comme on parle de monthly, je pense pas que les 50 000, on va les attendre la semaine prochaine. Donc il faudra avoir un peu de patience, mais il faudra profiter là aussi d'achats sur faiblesse, parce que je pense que le train n'a pas fini de passer sur le Japon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait du souci, c'est le côté justement où on est beaucoup monté. Qu'en général, en été, on sait que ça se passe bien, donc je suis pas trop inquiet pour cet été. Mais par contre, on va arriver en septembre-octobre avec une période compliquée, de nouveau. Compliquée historiquement parlant, parce qu'on sait que septembre-octobre, c'est difficile. Ça va corroborer avec des résultats de société qui sont peut-être pas non plus aussi génialissimes que ce qu'on attendait. Des craintes... On reste aussi jusqu'au 15 août et on arrête. Ouais, c'est difficile. Mais tu vois, alors, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas une conviction, mais ce qui m'inquiète, c'est, on parlait des résultats sur le premier semestre. Aujourd'hui, le premier semestre, il s'est passé quoi? On attendait tellement des résultats pourris que nos amis les analystes, ils ont mis des objectifs tellement bas que on les a tous battus. qu'on a tous battus. Donc du coup, on se dit, ah putain, on est tellement fort, c'est génial, donc on va y aller comme ça. Les taux d'intérêt à 10%, même pas peur. Exactement. Et puis, donc du coup, là tu te dis, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement bon, on va monter les attentes, parce que ça va être tellement facile. Et on a monté les attentes. On a monté les attentes, et on est en train de les monter. Et là, on va avoir là, peut-être. Voilà. Et voilà. Et là, on va avoir des publications de résultats où on va avoir des attentes qui seront moins facilement battues.
J'imagine que certains le feront quand même, mais moins facilement. Et puis derrière, il va y avoir des commentaires de la part des sociétés qui vont dire, attendez les gars, hein, nous on a viré un maximum de monde, on peut pas virer plus de monde que ça, donc les marges elles vont être compressées pour le reste de l'année. Et puis deuxièmement, le risque potentiel, c'est que finalement, ce soit pas aussi facile que ça, parce que on voit quand même que les gens ils dépensent moins. Tu rajoutes à ça le fait que les gars qui ont un bas de laine ou de l'épargne, ils vont commencer à dire je vais quand même arrêter de dépenser à tire-larigot juste pour le principe de soutenir l'économie américaine. Et voilà, on pourrait avoir une deuxième période d'année un peu plus compliquée, sachant aussi que, comme j'ai dit au début, statistiquement, quand tu as fait plus de 10% sur le S&P sur le premier semestre, généralement tu refais 10% le deuxième semestre. Statistiquement. À 85%. Si on rajoute les 10% dont tu parles, en fait, c'est les records historiques. Donc, voilà. Ça va peut-être bien s'aligner comme ça d'ici la fin de l'été. Enfin, en tout cas, moi, là tu parles de ta conviction, mais moi, je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect timing. C'est que j'aurais tendance à rester comme ça dans la tendance qu'on vit actuellement assez linéaire, jusque 300-400 points plus haut, jusqu'à fin août-septembre. Et après, tranquillement, regarder la fin d'année avec du popcorn de loin, quoi. Bah écoute, bon, déjà si tu as eu la chance d'être dans le marché jusqu'à maintenant, tu as déjà fait une super année. Donc tu as normalement plus ou moins rattrapé ce que tu t'es pris dans les dents l'année passée. Alors ça dépend si comme moi tu étais plus sur les cryptos que le marché action, oui, mais j'ai rattrapé un peu. On va parler d'investissement classique déjà. Mais non, je pense effectivement que on est dans une période où il pourrait y avoir, il faut s'attendre qu'on ait à un moment donné deux, trois trucs. Et puis ça va souvent de pair quand tout d'un coup, tu as un truc qui va plus. Imagine, tu as deux, trois résultats ratés. Tu as un retour des tensions en Ukraine parce que Poutine s'énerve. Et puis on en parle ne serait-ce qu'une banque, ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas, enfin depuis mars, qu'on n'a pas eu un acteur fragilisé. Bah, aujourd'hui, bon, on a vu là, alors ça, les banques, je suis moins inquiet pour le moment dans le sens où ils ont tous passé des stress tests haut la main, les gros en tout cas. Ça me paraîtrait quand même compliqué que aujourd'hui on puisse se dire qu'il va se passer un truc monstrueux ces prochains temps sur les banques avec ce qu'on vient de traverser. Donc c'est pas de là que j'ai le plus peur. Comme ça, hein. Okay. Mais de nouveau, hein, on sait que les banques ils sont spécialistes pour nous faire un truc. Oh, surprise. Pour nous cacher quelque chose dans le bilan qui un jour ressort. Ouais, alors ça c'est pas impossible. Maintenant c'est intéressant. Nous en Suisse, on est tous traumatisés encore avec ce qui s'est passé au mois de mars. Je crois que un Suisse sur deux est en psychothérapie parce que de toute façon, on n'arrive pas à imaginer qu'on n'a plus qu'une seule banque. Enfin, je parle pas une grosse banque universelle. Mais ça traînait depuis un certain temps quand même. L'histoire du Crédit Suisse, ça traînait depuis quelques années. Oui, alors bien sûr. Mais alors moi, pour parler de ça brièvement, parce qu'on a assez asséché le sujet, je pense que moi, je suis toujours sidéré qu'on ait finalement pris le plan de dire ah ben on va simplement la fusionner avec l'UBS. Ça va à l'encontre. Tu voyais quelle autre solution du coup? Ça aurait fait tellement un choc si ça avait. Je sais pas. Bah, moi, j'aurais préféré qu'il y ait un soutien économique de l'État ou alors une fusion avec un acteur étranger qui laisse encore cette porte ouverte à une certaine un semblant de concurrence. Je veux dire, imagine, si je suis le côté de la France, imagine demain qu'on fusionne SocGen et BNP. Ouais, ce serait. On a l'impression qu'on n'aurait plus qu'une seule banque, quoi. Voilà. Bon, t'as encore deux, trois trucs, le Crédit Agricole, est-ce que toi, en tant que Français, ça te paraîtrait logique? Ah, écoute, moi qui suis à la Société Générale, je serais choqué de passer de force à la BNP. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais là, je comprends mieux. Mais parce qu'en Suisse, là, maintenant, il n'y a plus qu'une seule grosse banque et des acteurs un peu plus mineurs. Ouais, après, c'est des banques, ce qu'on appelle des banques cantonales, c'est des banques régionales. Donc, ils sont loin. Alors, il y a deux, trois grosses banques régionales qui peuvent, entre guillemets, faire effet de concurrence. Mais par exemple, la plus grosse banque régionale, c'est la banque cantonale de Zurich. Mais eux, ils sont loin derrière l'UBS. Et aujourd'hui, toi, spontanément, nous, en étant francophones, aller ouvrir un compte à la banque cantonale de Zurich, non, bien sûr. Ça va me faire arracher les ongles à la pince à épiler, quoi. Donc, mais c'est psychologique. Psychologique. Mais voilà, c'est un truc qui a été un énorme choc et qui est difficile à digérer aujourd'hui, sans compter qu'il va y avoir des conséquences au niveau de l'emploi. Mais voilà, mais pour dire, j'ai envie de croire que les banques, ils ont toujours ce côté de nous faire une daube, mais après la bagarre.
je verrais bien une petite crise pour remettre tout le monde à zéro, et puis tout d'un coup, au fait, Ouais. quand les orages seront calmés, au fait, on a oublié de vous dire, on avait deux, trois assets pourris là, on ne sait pas trop quoi en faire, si quelqu'un pouvait nous aider. Donc voilà. Mais moi, Ouais. je suis, j'ai pas envie d'aller contre la tendance parce qu'elle est là. J'ai des doutes sur les marchés européens parce que quand je regarde le CAC, le DAX, tu as l'impression qu'ils sont un peu à bout de souffle Ouais. et on pourrait le comprendre. Et il suffirait qu'effectivement, tout d'un coup, tu vois, je crois qu'il y a une conviction, un truc qui me dérange. Alors, on verra, on aura la réponse dans un mois, mais Nvidia, je reviens là-dessus. Nvidia a dit l'autre jour, on a publié des résultats extraordinaires, bon, mais surtout, on va avoir le trimestre prochain une croissance incalculable. Ah, mais ils sont chauds, mais Nvidia, quand tu regardes leur communication, eux, c'est le nirvana, quoi. Bien sûr, mais ils sont chauds patates, c'est ça, j'ai pas aucun doute, j'ai bien compris. Mais par contre, tu te dis quand même, il y a un truc hallucinant, c'est que les mecs, ils nous disent à nous, les analystes, les économistes, des fondamentalistes qui se basent sur des chiffres, Mm. on te dit, on va avoir une croissance délirante. Tu penses qu'il y a Anguille Je sous peux, roche, qu'il y a quelque chose ouais, non, Ouais. mais je peux avoir un chiffre. C'est quoi? C'est 10%, c'est Ouais. 50%, c'est 200%. Dans un spreadsheet Excel, ça rentre pas, hein. Je veux dire, si tu mets Ouais. croissance incroyable, ça rentre pas dans un spreadsheet Excel. Donc, si tu veux faire une Non, mais tout à fait, calcul, tout à fait. Ouais, c'est vrai. ça joue pas. Donc, à un moment donné, ils attendent. Moi, j'aimerais bien savoir ce que les mecs, comment ils vont faire pour sortir des attentes avec une communication Alors pareille. peut-être que l'objectif c'était d'avoir un impact aussi sur le cours de bourse pour que certains chez eux puissent se revendre à bon prix. Alors, Là, ce serait de la grosse étonnamment, manipulation. étonnamment, c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même, bon, c'est pas massif, mais il y a deux, trois membres du board chez Nvidia, ils ont largué du papier, Non, hein, c'est depuis vrai. quelques Mais temps. alors là, c'est Ouais, limite de la manipulation, quoi. non, alors bon, quand tu regardes par rapport au holding qu'ils avaient, les gars, ils ont vendu des D'accord. petites parts. Donc, c'est pas qu'ils ont tout vendu. Donc, ils ont vendu des petites parts, mais le gars, c'est normal. Il fait un Ouais, ouais. carton, il se dit, bah, je vais m'acheter une maison. Bah bien sûr, bien sûr. À mon avis, Mais, eux, c'est peut-être même un petit château. Mais ouais, exactement. Mais voilà, donc du coup, tu dis, il y a quand même deux, trois choses où je me dis, bah, on est parti dans une phase d'euphorie. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'aller contre la tendance, parce que si on est en phase d'euphorie, c'est super difficile de trouver les points de sortie exacts. Mais peut-être qu'on le verra, on en tout à fait. reparlera dans 2 mois ou dans 3 mois, parce qu'il y a un signal qui s'est déclenché. Mais voilà. Moi, je pense comme toi, c'est que cette euphorie dont tu parles, on l'a peut-être eu à demi-mot sur le secteur de la tech, mais sur tous les autres secteurs cycliques, industriels, consommation, que ça, moi, je pense que ce qu'a vécu la tech, lorsqu'on aura ça sur les grosses valeurs industrielles, sur les grosses valeurs de la consommation cyclique, sur les matériaux de base, lorsqu'on aura vraiment ça sur tous les secteurs cycliques, là, ce sera la fin. C'est pour ça que, comme toi, je pense qu'il nous manque encore un incrément de hausse, et je pense aussi comme toi qu'effectivement, euh, si mauvaise nouvelle il doit y avoir, ce sera plus une série de profit warning de Ouais. gros mastodontes de l'activité économique cyclique concrète, quoi. Et à plus forte raison, surtout sur des sociétés qui sont déjà survalorisées et que tout d'un coup, on va se dire, oula, Ouais. ça va faire bizarre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de multiples, ça devient très très haut en termes de Dans valorisation. certains secteurs, c'est pas, par exemple la tech, je regardais certains multiples de la tech, c'est trois quatre fois le marché. Ouais. On est certains parfois sur des records historiques. Enfin, là, c'est déjà oufissime, quoi. Non, mais il y a plein de signes qui nous font dire qu'il y a des raisons De de, passer défensif, on va dire, un peu plus défensif. ouais, voilà. Il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas parlé, et qui aura peut-être une réflexion à avoir ces prochains, parce que bon, moi, je n'ai pas honte de le dire. Au début de l'année, je ne pensais pas qu'on allait rigoler comme ça en Ouais, termes de marché. Aujourd'hui, tu vois que les signaux de la VIX, la volatilité, il y en a faible. Tout le ah ouais. monde s'en fout. Personne ne vient penser à se protéger parce que tu dis, c'est pas cher. Vu mon exposition equity, je peux acheter un peu de protection parce que du Non coup, mais au cas le où, niveau de protection est super bas. Tu parles du VIX, moi je regardais les volumes sur les puts ou le put call ratio, le niveau de protection est bas. clairement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est le fait en fait, le curseur il est sur l'aiguille, soit monde des bisounours ou soit l'optimisme au fond, hein. En fait, je pense que 2022 elle a fait tellement mal aux esprits après l'espèce de hausse linéaire post-Covid Ouais. que ça soulage tout le monde de voir que ce qui est positif, quoi, je pense. Et puis bon, le métier Alors, du tout à gérant fait. c'est d'acheter, hein. Ouais, absolument, absolument. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on est dans une situation extrêmement
Alors d'ailleurs, complexe. pour se protéger, imaginons pour se protéger, moi je me permets de présenter ma première conviction forte justement, elle va faire écho à ce que tu disais, c'est que je pense que la meilleure façon de se couvrir, je vais montrer quelques illustrations, c'est pas forcément d'arrêter d'acheter les actions, mais c'est de commencer à sérieusement s'intéresser à acheter des obligations. Alors oui, c'est vrai que j'en parle souvent, c'est vrai que Ouais. les obligations rebondissent pas, il y a déjà quand même une bonne chose, c'est la fin du crack obligataire. Tu avais Mhm. suivi ça, Thomas, Ouais. 2021-2022, le crack des obligations. Alors, elles ne rebondissent pas, mais le prix s'est stabilisé. Le marché obligataire, il a retracé, même sur des trésoreries ou des grosses obligations d'entreprise, peut-être 60-70% de la hausse des 10 dernières années. Et au fond, moi, je me dis qu'il n'y a aucun risque à vouloir maintenant acheter des obligations. Alors déjà parce que ce serait pour se couvrir vis-à-vis d'un marché action qui aurait trop rebondi. Mais au-delà de ça, imaginons quelques scénarios. Le scénario positif, la désinflation se poursuit, très bien, les banques centrales finissent par pivoter, les taux du marché baissent. Là, c'est la garantie d'un rebond du prix des obligations, avec leur rapport corrélation inversée avec le cycle des taux d'intérêt. Mais imaginons un autre scénario. L'inflation passe trop de temps à baisser, elle reste haute, les banques centrales ne pivotent pas, les taux d'intérêt restent élevés, mais n'iront pas forcément plus haut. Dans le pire des cas, les prix des obligations restent stables, mais elles versent quand même du 5, 6, voire pour certaines, même dans l'investment grade, du 7% par an. Donc Ouais. c'est déjà pas rien. Alors, tu parlais tout à l'heure du risque de récession économique. Ben voilà, clairement, ce sera le bonheur des obligations qui vont se retourner à la hausse. En fait, le seul Oui. risque que je vois à vouloir un peu augmenter sa pondération en obligations, le seul risque que je vois, ce serait une inflation qui resterait super élevée, des taux d'intérêt qui feraient des nouveaux plus hauts, et en même temps Ouais. une croissance économique qui resterait solide et qui continuerait d'attirer des capitaux vers les actions. Mais ça me paraît Mhm. tellement improbable d'avoir tout ça à la fois que moi j'ai pas de stress à Ouais. dire que ma conviction forte, chers amis, c'est acheter des obligations, mais enfin pas n'importe lesquelles. Ça aussi, ça c'est clair. Et puis autrement, on n'a pas beaucoup parlé des métaux précieux et Oui, des matières premières, entre guillemets, parce que c'est quand même une interrogation aujourd'hui qu'il faut se poser. oui, C'est quid? Bah, déjà, moi, il y a deux choses que je regarde régulièrement. dis-moi. Et, alors, c'est pas des convictions. Moi, il y a trois choses qui m'intéressent. Je suis étonnamment plutôt positif sur ce qui est en train de se construire gentiment sur le Bitcoin, purement techniquement. Et bien là, nous allons Euh, nous rejoindre, mais je te laisse t'exprimer. D'accord. Non, mais écoute, moi, c'est assez basique, hein. Je veux dire, j'ai l'impression que autant c'est un secteur que j'ai pas du tout aimé au début, que je maîtrise pas peut-être autant que d'autres, mais avec la vision future et le développement de ce qui peut se produire dans ces prochaines années, je pense qu'à un moment donné, de toute manière, il va falloir avoir des alternatives et que si on veut jouer une seule thématique là-dedans, c'est soit du Bitcoin, soit de l'Ethereum. Donc, en gros, ça me poserait pas de problème d'en avoir en portefeuille et de construire une position petit à petit en disant, bah, si ça baisse, j'en rachète. De toute façon, un jour ou l'autre, ça va repartir à la hausse. Donc, ça, c'est le truc un peu bateau. Ouais. Après, j'ai deux autres trucs qui me titillent. Alors, l'or, c'est pas une stratégie. Il a fait L'or, une petite hausse au premier semestre, une petite hausse, ouais, il a fait une petite 4-5%. Ouais, pause au premier semestre, mais alors là aussi, hein, si tu regardes le range depuis 2020, on a fait trois fois un pic à 2050, tout à fait. et puis à chaque fois, on s'est fait bananer derrière. Donc la question, c'est est-ce que l'or va nous refaire une tentative ces prochains mois pour aller sortir cette fois par le Tout à haut, et fait. puis alors là, Et nous là, en faire route pour 2002-2003. voilà, exactement. C'est la grande question, parce que chaque fois qu'on y croit, ce truc, il se dégonfle. Et alors, on nous dit oui, le hedge contre l'inflation, mais plus personne n'y croit vraiment. Oui, l'alternative au cas où tout le système s'effondre, mais plus personne n'y croit vraiment non plus. Donc, quel serait le catalyse pour voir démarrer l'or? Je ne sais pas, mais en tout cas, je veux dire que je surveille encore une fois les 2050. Je ne mettrai pas 10 balles dans l'or maintenant pour jouer les 100 balles de plus. Je laisse ça aux traders. Par contre, si ça casse à la hausse de manière persistante, là, oui, je jouerais volontiers du levier là-dessus pour le retrouver facilement à terme bien plus haut. Mais pas avant. Bah Ça, c'est la écoute, première chose. par rapport à l'or, moi je vais compléter ce que tu viens de dire. Je vous montre une illustration qui compare le cours de l'or avec les taux d'intérêt nominaux et taux d'intérêt réels. Et par rapport à cette question, je me pose la même question que toi. Est-ce qu'on retourne dans le bas du range à 1700 $ ou est-ce qu'on fait vraiment un vrai breakout haussier des 2050 pour partir sur de nouveaux plus hauts? Moi je pense que la réponse elle viendra des taux d'intérêt du marché et du dollar US. C'est-à-dire que on, je pense que pour avoir ce breakout dont tu parles, cette cassure
enfin pulvériser les 2050 qui nous ennuient et vraiment accélérer, il va falloir quelque chose, mais de significatif du côté des taux d'intérêt. Alors, c'est crédible, Ouais. hein, ça peut se passer d'ici la fin de l'année. Maintenant, imaginons que ça ne se passe pas. Je pense que le scénario de revenir dans le bas du range, il me paraît archi trop bearish, et qu'en fait, on Mhm. pourrait finalement temporiser tout en haut, comme on le fait là depuis quelques semaines, Ah, ouais. un certain temps. Mais là, franchement, sur ce que tu viens de dire, sur tes deux dernières convictions, Bitcoin et or, on est carrément du même avis. Et tu sais que certains disent, j'ai vu que c'était le patron de BlackRock qui disait ça, que Bitcoin c'était le nouvel or numérique. Tu vois, il y a un lien. Ah, ouais. Ouais, ils vont nous faire un truc, ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais je terminerai avec un Oui, truc comment dire, me titille depuis un moment et qui m'interroge. oui. Et c'est pas de nouveau, c'est pas une conviction, mais c'est plutôt un espèce de pavé que je jette dans la mare. C'est le pétrole. Alors, Alors, le pétrole, pour plein de raisons, je pense que c'est un truc qui doit aller bien plus haut et qui va encore nous faire deux, trois scénarios assez spectaculaires. d'accord. Le pétrole, on en parle beaucoup quand il baisse. On en parle moins quand il monte. Et là, depuis quelques temps, en plein scénario, on se bat contre l'inflation. Le truc, il a pris quasiment 15%. Personne n'en parle. Gentiment, il est en train de faire une base assez spectaculaire. Et je ne serais pas étonné qu'il démarre à la hausse Alors dans ça les six c'est prochains. c'est passionnant parce qu'effectivement cette base dont tu parles, cette base technique, elle est quoi entre 65 dollars et 80 dollars. C'est un débat Exactement. hyper fort du moment parce que comme tu dis, certains pensent comme toi que c'est une base pour construire une nouvelle tendance haussière et d'autres pensent qu'on est dans une grosse phase de transition latérale avant de casser les 65 et d'aller à 30 ou 40. Mais ça finalement ça va dépendre du cycle économique. Mais tu sais moi, sur cette conviction que tu as, il y a quelque chose qui me fait moins bullish, c'est que malgré toutes les réductions de production de l'OPEP, d'ailleurs on a l'impression qu'ils font ça un peu en mode stress, auquel on a Ouais. tenu le support, mais on ne s'est pas non plus envolé. Moi j'ai le sentiment que y a plutôt des forces économiques qui jouent contre le prix du pétrole, que plus ou moins artificiellement il s'est maintenu au-dessus du support à cause de ces coupes de production, et que moi, tu vois, si par exemple il remonte vers les 80 dollars, j'aurais tendance à vouloir le vendre. Mais par contre, au-dessus, j'abandonne et t'auras raison, quoi. Ça va remonter à 100, Ouais. quoi. Bah, en fait, c'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que effectivement, aujourd'hui, il y a des forces économiques, et j'en suis convaincu, qui font tout pour le garder en bas. Oui. Euh, Parce que quand tu regardes la consommation de pétrole, elle n'est pas en ralentissement, le besoin de pétrole, il n'est pas en ralentissement, mais en même temps, tu as des acteurs économiques, les États-Unis, probablement, ils n'ont aucun intérêt Et tu sais à qu'ils voir le produisent pétrole. massivement, ils sont à leur Exactement. pic de production, là, c'est un truc de folie. Et ils veulent pas voir le pétrole remonter trop parce qu'ils ont vidé leurs réserves stratégiques, ils doivent les remplir. Et de l'autre côté, si le pétrole il remonte à 100 dollars, l'inflation, bonjour. Hein. Mais là, on est mort. Là, Si le pétrole remonte à bon, 100 dollars, c'est ça. on est mort. Donc, je pense qu'il y a un peu de manipulation sur les cours du pétrole. Et alors après, je ne sais pas combien de temps ça va durer et quels sont les plans, parce que là, on rentre dans une phase de géopolitique. Mais voilà. Mais je regardais un truc. Moi, j'ai eu Oui, la chance de bien profiter pour mes clients d'Exxon oui. depuis 2020 quasiment. Moi, j'ai des positions qui font 200% sur Exxon. Ah, c'est beau. Et Exxon, pour la première fois depuis fin 2020, elle nous fait une net cross. Et Une dead on sent cross? Une dead cross? Ok. ouais, négative. Et la dernière fois qu'on a fait ça à la hausse, bah, ça a déclenché un rallye de malade de 35 dollars jusqu'à aujourd'hui à plus de 100. Ok. Aujourd'hui, les valorisations sont pas cadeaux sur les pétrolières. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va un peu se passer dans le secteur du pétrole ces prochains temps parce que c'était un peu trop facile C'est et que quand possible, c'est ouais. un peu trop facile, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Mais je suis un peu perturbé parce que j'aurais envie de réduire mes positions pétrolières en ce moment. Mais en même temps, quand je regarde le pétrole, j'ai l'impression que le pétrole va continuer à monter. Alors, on sait qu'il n'y a pas une corrélation directe entre les deux, mais moi, je sais pas. C'est un truc D'accord. je pense qu'il y a des choses qui vont se passer sur le baril dans les 6 prochains mois. Voilà, ça, c'est une D'accord. conviction, c'est comme ça. Ok. Bon bah écoute à suivre. Bah moi je rebondis sur, mais tu en as parlé tout à l'heure, mais je montre une illustration sur ce que tu disais tout à l'heure
à propos du cours du Bitcoin. Alors bon, sans y passer trop de temps, il y a 1000 raisons techniques et fondamentales, soit propres à l'écosystème crypto, soit en dehors, qui font que moi j'estime, mais d'ailleurs c'était une de mes convictions fortes en fin d'année dernière, que le marché avait fait son bottom sur les 15-16 000 dollars, 100% de rebond, on est à 30-31 000 dollars. Je vais simplement ajouter quelque chose, c'est que cette zone des 30-31 000 dollars, c'est la zone pivot technique. En fait, c'est celle qui, si elle est dépassée, ce sera la confirmation que le bottom définitif est fait. Et moi, ma conviction pour le second semestre, c'est qu'elle le saura dépasser. Alors, heureusement que le second semestre est long, ça me donne un peu de marge. Mais il y a cet aspect-là. Il y a le fait aussi qu'on a beaucoup parlé de psychologie. Personne n'y croit du côté de Main Street. Il n'y a plus aucun particulier, il n'y a plus rien. Il y a un désintérêt complet. Par contre, il y a des institutionnels qui reviennent. Tu sais, je regardais. Attends, je vais le montrer tout de suite, je vais le partager. Les chiffres des plus gros ETF crypto du monde. Et je vais notamment montrer l'ETF de ProShares dont le code c'est BITO. Alors attends, voilà, je te montre ça. Et en fait, il y a des inflows sur les ETF crypto existants qui sont massifs là depuis 2-3 mois, alors qu'il n'y a, personne du côté des traders particuliers. Donc voilà, je vais montrer ça. Ça c'est en train d'apparaître. Voilà, depuis. Alors hop, voilà, c'est ici. Voilà, Fund Flowchart, voilà ce qui se passe depuis 3 mois. Donc il y a tout un tas de données techniques fondamentales de flux, la proximité aussi du prochain halving au printemps 2024, qui me font moi aussi penser comme toi, c'est que le second semestre verra Bitcoin aller chercher quelque chose entre 36 et 40 000 dollars. Voilà, c'est aussi une conviction que j'ai. Alors, cette conviction, je suis prêt à l'abandonner. Je suis prêt à l'abandonner si on casse le support à 25 000. Ce sera mon stop. Mhm. Mais bon, pour l'instant, c'est comme tu dis, on voit très bien sur le Bitcoin, il y a zéro intérêt et les ranges sont misérables. Mais effectivement, quand gentiment ça commence à construire quelque chose. Et moi, j'aime bien ce genre de démarrage, de, de reprise où tout le monde s'en fout. Alors, Et je vais aussi te dire quelque chose d'intéressant, le lien entre le marché action et le marché crypto. Je regardais l'analyse technique de l'action Coinbase. Tu sais, c'est ouais, un super acteur avec Binance. Alors, Binance, ils sont un peu. L'autocoin de Binance, ils sont un peu tout en bas, mais Coinbase, c'est coté en bourse. Et mhm, Coinbase est en train de valider un super signal de renversement haussier de long terme. Et c'est ouais, encore tout en bas. Et moi, quand je vois mhm, des choses comme ça qui apparaissent, et que je n'y vois aucun particulier, c'est là où je pense vraiment qu'on ouais, on aura raison sur le BTC au second semestre. ouais. Le seul truc qui me dérange, alors, Ouais. sur Coinbase en l'occurrence, hein, c'est bon, c'est vrai qu'on voit que ce qui est incroyable, c'est que depuis que la SEC leur est tombée dessus, le titre, il Le a titre est quasiment. bullish. Le titre est bullish. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Mais alors, c'est vrai que c'est sur le fond, ce qui me dérange, c'est cette agressivité monumentale de la part des autorités fédérales Ouais. américaines sur les acteurs. Hein. Ouais, bien On va sûr. FTX qui est terminé. Mais, Binance, ouais, tout ça. les Binance, on s'en fout parce qu'ils sont pas cotés. Ouais. Et, Mais ils ont un voilà. jeton, mais ils ont un token. Oui, bien sûr. Mais sur le côté Mais oui, finance classique, c'est tout à pas fait. coté. Et Coinbase, c'est celui qui a pris, mais c'est vrai que techniquement, c'est impressionnant. J'avais pas vu quoi. Donc voilà. C'est sûr, il est sur une base de renversement, donc bon, écoute, on verra bien, mais enfin moi voilà, c'est un peu mes convictions. Moi je pense que j'ai fait le tour de mes convictions pour le second semestre. Maintenant, laissons le marché trancher. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais la grande question, peut-être on peut terminer Oui, là-dessus, dis-moi. c'est la question. Plus haut ou plus bas le 31 décembre? Pour le marché action, Ouais, on va dire pour les indices principaux, le S&P 500, on va dire comme base alors de référence. voilà ma réponse. Moi pour le S&P 500, je pense qu'entre juillet et décembre, on ira plus haut que début juillet. C'est-à-dire que je pense qu'on D'accord. ira chercher 4008, quelque chose comme ça, peut-être un petit excès, mais qu'en décembre on sera plus bas. C'est-à-dire D'accord. sous les 4008 quoi. Donc peut-être moi je vois un marché qui aille chercher 4008, peut-être 4009 et ensuite qui retrace et qui pourrait terminer l'année à 4005, quelque chose comme ça. Ouais. Alors moi, si je devais prendre un pari là-dessus, j'ai l'impression qu'on est encore dans une tendance haussière. Comme je dis, si on arrive à accélérer rapidement et puis à embobiner tout le monde, on va aller chercher les 4008. Sinon, j'ai un peu peur qu'on ait buté juste avant la résistance et ensuite qu'on a peut-être. Moi, je sais pas, je vais pas prendre un pari ridicule, mais il y a trop de choses qui pointent sur le fait de dire qu'on va monter encore beaucoup pour dire que peut-être je suis assez d'accord sur la stratégie des 4800, d'aller chercher les 4800. Ouais. Je pense qu'on va finir plus bas que là où on est aujourd'hui à la fin de l'année. Voilà. Tu sais qu'il y en a qui pensent que
ouais, je vois certains analystes, bon, par contre ça fait longtemps, mais qui attendent que le marché aille chercher les 3000 quoi. Mais ça fait 6 mois qu'ils pensent ça, donc Bah, il y a- 3000, alors 3000, non. Mais par contre, tu me dis maintenant, on revient sur un 4100, ouais. 4150, Ouais. 4200. Là, Ouais, tout à j'ai fait, envie de ouais, racheter. c'est possible. Là, j'ai envie de racheter. Là, tout de suite, si je suis dedans, je laisse courir parce que ça continue à monter. Ouais. Et effectivement, on cherchera des zones de reversement de tendance ou des nouvelles majeures qui pourront potentiellement nous faire changer d'avis. Mais je crois qu'autrement, le reste, ça reste un petit peu difficile. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, je suis bullish sur le long terme, mais de nouveau, là, on parle de 6 mois, mais je parle à 2, 3 ans. Je pense qu'on de toute façon, on va aller chercher les plus hauts historiques, corriger ces excès, mais on doit passer par cette phase de guérison. Donc, je pense on risque d'avoir quand même. J'aimerais bien, j'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'on ait quand même à un moment donné où on a une volatilité qui remonte au-dessus des 25, Ouais. qui secoue un peu le marché et qui remet les gens un peu face aux vraies questions. Imagine Thomas, si et ce serait le pire scénario, c'est marrant parce que tu l'as abordé tout à l'heure, le pétrole qui remonte à 100 $, un rebond de tous les indices d'inflation. Et là, mais là, ça serait un vrai stress pour tout le monde parce que Alors c'est là, peut-être même pire qu'un profit warning d'une entreprise, quoi. Alors ça, ce serait vraiment la situation catastrophique, parce que si on a effectivement si on a le baril qui repart aussi vite et aussi fort, bon, d'abord, je pense que si le baril il repart aussi vite et aussi fort d'ici la fin de l'année, c'est que ce sera pas un facteur économique, c'est qu'il y aura des tensions militaires Ouais. qui vont faire qu'il y aura de nouveau des problèmes. Parce que on oublie aussi d'en parler, on n'a pas parlé, on a peu parlé de géopolitique, si ce n'est, on a abordé brièvement la Chine. Ouais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de soucis militaire derrière tout ça. On sent quand même que certains pays sont quand même tendus. L'Iran, il ne faut pas oublier que l'Iran, ils en ont un tout petit peu marre d'avoir la chape de plomb sur la tête depuis toutes ces années. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se produire et tendre la situation. Les Américains, j'ai toujours tendance à dire que les Américains, c'est les gentils, hein, c'est le scénario hollywoodien. À la fin, c'est eux qui gagnent, tout va bien. Ben, en fait, en gros, ils sont quand même fâchés avec les Chinois, fâchés avec les Russes, fâchés avec les Iraniens, fâchés avec une bonne partie du Moyen-Orient. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'ennemis. Ils Et sont ça, fachés ça avec tous peut- ceux qui sont contre leurs intérêts, c'est vrai que ça. Ils sont Oui, un peu choquants quand même, et j'ai l'impression qu'ils ont plus ou moins toujours fait ça, quoi. ouais, exactement. Donc voilà, moi je pense que c'est des choses qu'il faudra surveiller, mais je pense qu'on va aussi beaucoup parler géopolitique. L'avantage, c'est qu'on risque d'être tranquille au niveau élection, parce que pour l'instant, on n'y a pas grand-chose avant la fin de l'année. Ouais. Donc on va pouvoir se concentrer un peu plus sur les bases fondamentales. Première étape, les résultats trimestriels qui commencent maintenant. Ouais. Et ça, on aura déjà une bonne indication. Et je pense qu'on pourra ajuster les targets à partir de fin août. Ouais. On va dire ça comme ça. Exactement. Et C'est assez politique. et on refera un gros point en fin d'année pour vous dire qu'on avait raison Exactement. ou pas. Ou pas. Absolument. Bon, ben voilà quoi, en gros, ce Ok. qu'on pouvait. Ben, non, mais c'était super cette conversation, Thomas. Merci à toi. J'espère que ça a plu à tout le monde, aux J'espère que ça auditeurs. plaira à tout le monde. Je te laisse le mot de la fin, cher Thomas. C'est toi le patron. Écoutez, oui, bah, merci. D'abord, le mot de la fin, il ne sera pas forcément économique. J'en profite pour remercier tous les auditeurs aujourd'hui. Merci de nous faire confiance à Vincent et à moi sur tout ce qu'on fait sur nos vidéos depuis un bon moment maintenant. Et puis, continuez à revenir régulièrement parce qu'on va continuer à en parler et à essayer de vous aider à vous repérer dans le monde merveilleux de la finance, comme on dit. Voilà. Voilà, donc bonne journée, bonne continuité. Vincent, à très À bientôt. bientôt. À bientôt, Thomas. Bisous, à la prochaine fois. Et à bientôt Et tout le puis bonne monde. journée. Au revoir. À Salut. bientôt. Salut.